Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour le live 10 sur 10. Nous vous donnons rendez-vous tous les jours à 10h10 pour des conseils méthodologiques, des retours d'expérience d'enseignants, de proviseurs, des idées d'activités culturelles, éducatives, ludiques à faire avec vos enfants en famille durant cette période de confinement. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Mun Nguyen, qui est enseignant de mathématiques dans le secondaire supérieur en Belgique et qui est aussi formateur en médiation numérique pour l'éducation en mathématiques. Bonjour Man, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Mouchen, merci de m'avoir invité. Et donc aujourd'hui, Man va nous parler de son expérience d'enseignant durant cette période de confinement avec ses élèves et vous donner quelques recommandations, quelques idées de sites à utiliser pour continuer à apprendre et à réviser durant cette période un petit peu particulière. N'hésitez surtout pas à lui poser vos questions en direct dans le chat de ce live et nous retrouvons. Pardon, excusez-moi. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en direct dans le chat. Nous les relayerons à Mun et vous retrouverez bien sûr tous les liens vers les ressources dont Mun va parler sur notre page Facebook Bibliothèques sans frontières ainsi que sur notre site web www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter qui part 2 fois par semaine et qui vous partagera toutes les ressources des lives, mais aussi des contenus sélectionnés pour vous permettre de continuer à apprendre en cette période de confinement. Donc, Mon, tu es enseignant de mathématiques dans le secondaire supérieur en Belgique et tu es aussi formateur d'enseignants sur la question des usages numériques pour l'éducation. Exact, oui, en particulier Et pour les mathématiques. Oui. super. Merci en tout cas de nous rejoindre. Nous avons collecté au fil des semaines quelques questions de la part de parents, mais aussi d'enseignants et d'élèves sur les façons dont on peut continuer à apprendre durant cette période de confinement. Euh, les écoles et les universités sont fermées en France et en Belgique depuis le 16 mars. En tant qu'enseignant, tu as pour mission d'assurer ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, alors effectivement, c'est une période qui est exceptionnelle. Donc, pour pouvoir assurer cette continuité pédagogique, l'axe qui a été pris ici en Belgique, en tout cas sur la partie francophone, hein, donc qui est administrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça a Mhm. été de prendre une approche de remédiation, consolidation et dépassement. Donc, l'ensemble des travaux sur lesquels on peut travailler pendant cette période-ci, bon, ce sont des travaux qui sont évidemment à distance, essentiellement avec l'outil numérique. Et donc, les matières abordées ne peuvent pas porter sur des nouveaux chapitres. Donc, on revoit la matière qu'on a vue, on la consolide. Hein. On peut éventuellement faire de la remédiation aussi. Donc, il y a toujours certaines lacunes pour certains élèves, et donc on en profite pour faire de la remédiation et Mhm. éventuellement du dépassement de ces matières-là. Alors, il y a certaines conditions. Les travaux doivent être évidemment proportionnés par rapport, en ce qui concerne le contenu et le temps à y consacrer par rapport à notre charge horaire. Et on essaye, dans la mesure du possible, de les réaliser de manière à ce que les élèves puissent les faire en autonomie. Mhm. Ils n'ont pas nécessairement de support ou de soutien à la maison. Donc, il faut arriver à pouvoir modifier ou adapter les exercices dans ce sens-là. Euh, voilà, idéalement, ce serait bien de se coordonner entre profs en ce qui concerne les matières, parce que parfois ils se retrouvent avec beaucoup de travaux en même temps. Ça, c'est pas toujours évident. Et voilà, on essaye aussi, et c'est une recommandation, d'utiliser au maximum l'outil numérique et les moyens technologiques pour conserver un lien social avec les élèves et entre les élèves autour de ces travaux. Parce que oui, sinon certains d'entre eux, effectivement, vont être isolés pendant une période qui peut être assez longue, je pense. Voilà. Et justement, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qui a changé dans tes relations avec tes élèves, avec ta classe? Comment tu essayes de préserver ce lien malgré la séparation physique? Alors, en ce qui nous concerne, bon, les écoles, c'est vrai que je pense qu'il y a, bon, il y a différents réseaux d'éducation en Belgique,
Et donc, les écoles ont probablement un peu plus d'autonomie que dans ce système-là que dans le système français, je pense. Maintenant, voilà, dans notre école, on a fait le choix d'utiliser une plateforme qui s'appelle Google Classrooms. Donc, c'est une plateforme qui doit être mise en place par un administrateur au niveau du réseau. Donc, il faut des comptes G Suite, donc c'est des comptes un peu spécifiques. Et ça a quand même un avantage, c'est qu'on peut avoir créé nos classes virtuelles, les élèves s'inscrivent sur nos classes virtuelles, il y a une application qu'ils peuvent installer sur leur téléphone. Et donc, je peux leur donner des travaux via cette plateforme-là, eux, ils reçoivent des notifications sur leur téléphone, et ils peuvent aussi faire des photos de leurs travaux et les renvoyer via la plateforme. Et bon, moi, j'ai sur ma plateforme, j'ai mes classes, et puis j'ai les travaux qui sont rendus. Euh, et je peux éventuellement les coter également, donner des critères, etc. Et donc, ça a l'avantage d'être beaucoup plus pratique que d'utiliser les emails, parce que sinon on est vite submergé d'emails avec les différentes classes qu'on a. Donc, au niveau de l'organisation, c'est beaucoup mieux. J'ai aussi mentionné peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'en ce qui concerne les évaluations, elles sont toujours possibles, mais uniquement au niveau formatif et donc pas au niveau sommatif. Donc du coup, voilà, je fais des évaluations formatives en ce qui concerne leurs travaux. Comme ça, au moins, ils ont un retour et ils peuvent même savoir si ça va ou si ça va pas. Donc ça, c'est pour la partie qui est, je dirais, technique. Est-ce que, Mine, tu veux bien expliquer pour les parents ce que veut dire évaluation formative versus sommative, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces termes peut-être? Donc l'évaluation formative, c'est donner un retour à l'élève pour qu'il sache s'orienter et se dire, OK, est-ce que je suis dans le bon, je suis pas dans le bon. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait valoir au niveau du bulletin. Parce que effectivement, dans les conditions actuelles, on, tous les élèves ne sont pas sur un pied d'égalité au niveau des accès du numérique, ou pourraient ne pas l'être, et donc on peut essayer d'éviter d'introduire des discriminations. Donc c'est vrai que c'est un problème en tant qu'enseignant, parce qu'on aime bien évaluer évidemment. c'est un peu, c'est un peu le sport institutionnel. Mais voilà, ça ouvre d'autres portes, je pense, et ça va être intéressant aussi justement d'amener l'élève à ce qu'il puisse lui-même aussi avoir un retour et peut-être pas avoir cette pression-là. C'est un cadre qui est différent. Bon, on a toujours la crainte qu'effectivement qu'on ne fait pas d'évaluation sommative, l'élève se dit bon, voilà, est-ce que ça compte vraiment? Mais je pense que c'est important de justement de ramener les jalons, les bases de l'éducation. Voilà, moi c'est avant tout pour vous, vous apprenez pour vous. Euh, et donc là, le retour, c'est pour que vous sachiez où vous en êtes dans la matière et que c'est dans votre intérêt pour pour la suite de votre vie. Et je pense que la plupart entendent le discours, même si parfois ils le font de manière un peu plus relaxe. Mais je pense que c'est aussi l'occasion, puisqu'ici on est dans cette phase de, comme je le disais, de remédiation, consolidation et dépassement, d'amener la matière autrement aussi. On va être moins contraint comme on le ressent parfois en tant qu'enseignant, contraint par les programmes. Et ici, on se dit, bon, voilà, on a toute cette liberté d'amener les choses différemment avec les élèves, en plus avec des outils différents. Donc, c'est l'occasion, si on veut tester des choses, d'y aller, quoi. En ce qui concerne ma manière, donc moi, mon contact pour répondre aussi à cette question-là que tu me posais sur comment ma relation évolue avec les élèves, moi, j'ai mis en place des cours en ligne, donc en vidéoconférence. Pour ça, j'utilise une plateforme qui s'appelle Zoom, mais il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y aurait moyen de le faire avec Skype. Je ne sais pas combien de personnes on peut faire on peut avoir en même temps. Il y a Jitsi aussi, qui est une plateforme open source et qui permet de faire sans aucune installation sur la machine, simplement avec un navigateur, de pouvoir faire une visioconférence. Donc, et toutes ces plateformes sont gratuites. Donc il y a des outils qui sont disponibles. Et donc, bon, après, chacun a sa sensibilité pour pouvoir utiliser celle qui convient le mieux. Moi, ce que j'ai remarqué pendant ces cours en ligne, c'est que, en tout cas, les premiers cours,
les élèves étaient plus concentrés, je dirais, moins distraits. En même temps, ben, ils sont tout seuls devant leur ordinateur. Euh, Maintenant, j'ai pas de retour visuel, donc pour moi, j'ai que la voix. Parfois, je dois deviner un peu la voix de qui parle et me dire ah oui, ok, donc ça c'est ton intervention et donc je réponds par rapport à cela. L'avantage avec l'outil Zoom que j'utilise, c'est qu'on a un tableau blanc qui peut être Ouais. partagé, donc du coup, je peux demander aux élèves est-ce que tu peux écrire sur le tableau partagé ce que tu penses et donc on peut réfléchir ensemble sur un même tableau en fait. Donc ça, c'est assez pratique. Et je peux aussi partager mon écran, comme ça ils peuvent voir si j'ai des corrections à leur montrer. Voilà. Et typiquement, par exemple, ben, sur un document Word, on peut directement écrire. Sur un PDF, Mhm. je vais donner encore des noms d'outils, comme ça peut être utile si s'il y a des enseignants qui écoutent le live et qui pourraient utiliser des outils. C'est PDF Exchange Viewer, donc PDF et c'est X change hein, comme changement, hein, Exchange Viewer. Ça c'est pas mal aussi parce qu'on peut directement et facilement éditer le PDF et donc on peut écrire sur le PDF. Et si on partage l'écran, bah, les élèves voient qu'on écrit en direct sur le PDF. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment des outils de base qui peuvent être bien utiles quand on veut donner cours en ligne. Maintenant, bon, l'inconvénient c'est que évidemment, il faut que les élèves soient présents. Et donc, ils sont pas nécessairement présents à chaque fois. Je pense que si on a les trois quarts de la classe, on est content. Voilà, avec Zoom, je peux enregistrer aussi la Mhm. session. Donc, je peux l'enregistrer, je peux après la partager sur une plateforme de partage comme Dropbox, comme Google Drive, comme WeTransfer aussi, qui sont Mhm. un ensemble de plateformes qui peuvent transférer des gros fichiers, comme des fichiers vidéo, souvent font 100, 200 mégas si on regarde un petit peu les vidéos typiques pour une heure de cours. Et ouais, bon, par sécurité, moi je les compresse, je les zip avant et je mets un mot de passe que je transmets aux élèves séparément. Comme ça, ils ont Mhm. un mot de passe et on peut pas accéder non plus à la vidéo. Voilà, sinon n'importe qui pour accéder à la vidéo. Voilà, ça c'est des outils que je mets en place et donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais bon voilà, on essaie de faire avec la situation. Il y a aussi peut-être une note à remarquer, c'est que il faut s'assurer de l'engagement des élèves sur le long terme, parce que Mhm. là, ça va durer quelques semaines quand même. Ouais. Et voilà, faut garder leur motivation et qu'ils soient présents, parce que bon, on peut pas les contraindre à venir non plus au cours en ligne. Euh, mais euh, mais voilà, et donc avec le temps, je sais que parfois la motivation a tendance à diminuer, et puis on va avoir d'autres travaux à rendre, prévoir Mhm. des travaux de fin d'année. Donc voilà, c'est important d'essayer de garder la motivation, et de les motiver. Merci beaucoup pour tes conseils qui mêlent à la fois des idées d'outils pour les enseignants pour mettre en place la classe finalement à distance, mais aussi des conseils méthodologiques qui finalement s'appliquent quels que soient les outils, donner des feedbacks, essayer de faire participer les élèves, leur écrire individuellement. J'imagine que la motivation passe aussi par le lien avec les parents. Donc aux parents qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le live. Nous les prendrons bien sûr durant cette conversation. Et justement, à ce propos, Men, on a reçu beaucoup de questions de parents qui se demandent comment accompagner leurs enfants durant cette période de confinement. Si tu le permets, je vais te relayer certaines de celles que nous avons reçues. Par Mhm. exemple, celle-ci, pour un élève dans le secondaire supérieur, quels sont tes conseils pour continuer à apprendre et ne pas perdre ses acquis pendant cette période de confinement? Euh, bon, évidemment, ça dépend de quel point de vue on se place. Je pense que du point de vue des parents, euh, bon, en principe, les profs et les professeurs donnent du travail à domicile, donc ça, on peut toujours, évidemment, en tant que parent, les suivre comme on pourrait le faire d'habitude, et on a peut-être même plus de temps pour les suivre et donc les accompagner. Euh, il y a différentes plateformes qui existent si on veut faire de l'entraînement, hein, de l'exercisation, comme on dit. Il y a, j'ai pu remarquer, donc bon, c'est un peu varié en fonction des âges, des années. Moi, je le fais en ce qui concerne la mathématique puisque c'est ma matière. Il y a des générateurs d'exercices en ligne. Mhm.
correctif, et donc ça, on peut en créer autant qu'on veut. Si on veut, on se dit, bon, voilà, il y a une difficulté par rapport à cette matière-là, j'aimerais bien que mon enfant s'exerce. C'est pyromate, par exemple. Donc, si éventuellement tu as l'accès, tu peux peut-être Et j'ai partagé mon écran. Ça partager arrive. l'écran, voilà. Donc, pyromate, voilà. Alors là, on peut, évidemment, là, je ne vois pas très très bien, mais je peux aussi le faire tourner chez moi. Donc, tu peux choisir au-dessus les matières, les types d'exercices, sélectionner le type d'exercice et demander qui génère des exercices, voilà, en, en fonction des chapitres qui ont été sélectionnés. Et les exercices sont générés quasiment immédiatement avec le correctif. Et donc, on peut les imprimer, on peut les donner, et voilà, son enfant peut s'exercer de cette manière-là. Alors, le fichier est arrivé. Le fichier est arrivé avec des exercices que je vais vous montrer rapidement. Voilà. Voilà, les exercices sont là. Si tu descends, normalement, je pense que tu vas avoir les correctifs qui sont donnés. Donc voilà, ça c'est le genre d'outils qui peuvent être assez pratiques si on veut faire des exercices supplémentaires. Il y a Shingatome aussi, qui fait le même genre d'exercice, également en ligne. Il y a un site qui s'appelle Pandafraise aussi, un site francophone. Et donc sur ce site-là, il y a des générateurs d'exercices gratuits pour les élèves. Il y a si tu regardes en dessous, en descendant un petit peu plus bas, il y a plein d'exercices, même pour faire des mots croisés, des sudoku. Donc c'est vraiment plein de générateurs pour différents jeux. Et c'est vraiment intéressant parce que cet aspect jeu, on sait que c'est une des meilleures manières d'apprendre, c'est d'apprendre par le jeu. Donc, si on peut ludifier l'enseignement, c'est encore mieux. Euh, donc, autant en profiter quand on a ces outils-là. Euh, voilà, ça c'est l'outil. On a un autre outil que j'utilise aussi moi en classe, qui s'appelle la Khan Academy. Et qui est d'ailleurs partenaire de Bibliothèques sans frontières. C'est un outil qui est très très pratique parce que là, en tant que parent, on peut s'inscrire en tant que parent et on peut inscrire son enfant. Et là, on a toute la matière de primaire, de secondaire et même de début d'université. Cette matière-là, voilà, on peut parcourir toutes les matières en mathématiques. Il y a aussi des sciences. Ça, c'est pour les plus grands, plutôt le lycée. Fin de lycée, on a de l'informatique aussi. Il y a d'autres branches qui arrivent. C'est gratuit. Euh, et là, on peut avoir un suivi en plus de son enfant. Donc, il y a des vidéos explicatives euh, qui, euh, qui expliquent des leçons. Bon voilà, essentiellement en mathématiques. On voit ici sur la partie gauche les petits triangles, là ce sont les vidéos. On a des synthèses en bas et sur la partie droite, on a les petits crayons. Et les petits crayons sont des exercices. Et donc voilà, l'élève peut s'exercer, enfin l'élève dans son enfant dans ce cas-ci peut s'exercer. Et on peut avoir un suivi de son enfant, lui proposer des exercices. On peut aussi, je pense que c'est important de garder le contact avec les professeurs et donc on peut normalement ils sont joignables par email. On leur dire bon voilà si je veux faire des remédiations avec mon enfant, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme exercice? Et voilà, on peut taper dans la barre de recherche tout en haut là si tu vas sur la page de Khan Academy. Alors, c'est une vidéo que tu me montres, ouais. Voilà, en haut il y a une barre de recherche. Là on peut mettre dans la barre de recherche voilà s'il y a un thème. Voilà, Pythagore par exemple, un favori. Les droites par exemple, ça peut être sur la géométrie, ça peut être de l'algèbre, ça peut être des équations du premier degré à une inconnue. Et voilà, et donc on clique sur le résultat de recherche et souvent on va tomber sur le chapitre. Et là on peut voilà proposer à son enfant de faire les exercices et de regarder les vidéos s'il a besoin d'aide. Donc voilà, ça c'est, je pense qu'un outil qui est assez complet euh, et donc et qui est autocorrigé en plus, donc l'enfant voit tout de suite si ses réponses sont bonnes ou pas, et qui se base en termes pédagogiques, ça c'est plus pour les professeurs, sur la pédagogie de maîtrise.
Blôme, hein, entre autres. Et donc, on a autant de temps qu'on veut. Et l'idée, c'est d'avancer à son rythme et d'avancer aussi là où on en est au niveau de son savoir. Donc, si on a des lacunes en classe, c'est vrai que c'est particulièrement prégnant en mathématiques, là, on peut redémarrer à la classe précédente, à l'année précédente, et refaire tous les exercices là où on se sent à l'aise. Et quand on se sent à l'aise, eh ben, on passe à l'étape suivante. Et c'est une manière, je pense, très efficace d'apprendre les mathématiques pour essayer d'éviter d'avoir des savoirs avec des trous comme ça, hein, un savoir parcellaire qui est très embêtant en mathématiques parce que plus on avance, plus on a besoin de faire appel aux notions précédentes. Et si elles ne sont pas bien maîtrisées, eh bien, on construit sur un château de sable. Donc ça peut être vraiment intéressant pour faire la remédiation et du renforcement. Euh, donc de pouvoir consolider les savoirs des élèves qui ne le perdent pas pendant ces longues périodes où ils n'auront pas cours. Voilà. Voilà. Sinon pour les professeurs, j'avais vu un outil qui était fait par une prof, si je ne me trompe pas, c'est le Today's Teaching Tools là. Mhm. Si tu as le lien, et donc c'est une sorte d'organigramme, un flowchart où on montre différents outils numériques qui peuvent être utilisés en classe. Alors, attends, Oui, ça c'est le lien de l'UNESCO qui est très bien aussi. je remonte. Voilà. Et donc si tu descends, on pourra partager les liens par la suite. Voilà, là il y a un ensemble d'outils qui sont proposés par l'UNESCO, des outils en ligne pour plein d'applications différentes. Ça peut être des classes virtuelles, mais aussi pour des exercices. Donc voilà, je pense que c'est une ressource qui peut être intéressante pour les enseignants en premier chef, mais pour les parents aussi. Voilà, et alors il y a l'autre lien. Ah oui, ça, je pense que je t'ai envoyé le lien parce que sinon tu vas pas tomber sur la version française, je pense. Attends, on va aller dessus et je changerai la langue. Les équipes vous ont posté dans les commentaires du live euh, les, euh, les liens vers ce dont on parle. Voilà, donc là il y a le flowchart, mais c'est la version néerlandaise. Comme en Belgique, on parle les deux langues. Alors ça, c'est la fameuse Voilà, c'est le fameux charte flowchart. dont tu parlais ici. Nous avons mis la version française dans le Et lien. voilà. Et donc là, en gros, il y a des questions-réponses et des différents outils qu'on peut utiliser. Notamment pour moi, pour l'évaluation, j'utilise un outil qui a été développé ici en Belgique, qui s'appelle WooFlash, WOOFLASH, hein, WooFlash. Et donc, ça permet de pouvoir faire des exercices avec des flashcards, par exemple, pour faire de la mémorisation, pour le mot de vocabulaire. On peut faire des QCM, on peut tester avec des réponses courtes ou des réponses ouvertes. Et donc, moi, je peux faire ces petits tests-là en ligne et je peux les faire en live avec mes élèves ou ou leur demander de faire le petit test en ligne quand ils ont l'occasion de le faire. Et donc, ils peuvent se tester, je peux créer moi-même mes questions. Voilà, c'est un outil, il y a Kahoot qui fait ça aussi, il y a Socrative, enfin, il y a plein d'outils en ligne qui existent pour pouvoir faire des QCM. Voilà, moi, j'ai essayé celui-là parmi d'autres. Voilà. Super, merci beaucoup Man pour tous ces conseils. Vous retrouverez effectivement les liens de tous les outils mentionnés par Man directement dans les commentaires du live, mais aussi sur notre site internet et dans notre newsletter. Nous classerons tout ça pour que vous les retrouviez facilement. Dis-moi, Man, on a une question d'un parent qui nous dit qui nous dit parfois un parent ne peut ne pas avoir la capacité d'accompagner son enfant à faire ses devoirs, soit parce que les notions sont un peu vieilles pour lui en termes d'expérience, soit parce qu'il ne parle pas bien le flamand ou le français. Comment peut-il malgré tout aider son enfant à apprendre durant cette période? Quel soutien est-ce qu'on peut lui apporter? Moi, je pense qu'un outil, comme je l'ai cité tout à l'heure, comme Khan Academy, est vraiment très intéressant à ce niveau-là parce que le parent n'a pas besoin nécessairement de maîtriser la matière pour donner des outils, pour donner des exercices. En fait, il faut juste qu'il sache quelle est la matière à revoir pour son enfant et de faire une recherche sur cette matière-là. Et en tant que prof, on peut assigner des devoirs. En tant que parent, je ne sais pas si on peut l'assigner aussi des devoirs en tant que tel. Oui, c'est On peut possible.
voilà, donc du coup, on peut lui dire, bah, voilà, fais ces exercices-là, et alors, si son enfant a besoin d'aide, il y a des vidéos, donc il y a aussi, quand l'exercice il est bloqué, il peut demander de l'aide, et donc il y a vraiment une solution qui est décrite pas à pas. Donc l'élève normalement est censé pouvoir travailler. C'est vrai que moi je dis l'élève parce que je me mets du côté du prof, mais il peut travailler en autonomie. Normalement, il n'a pas besoin d'avoir une aide extérieure pour cela. Par ailleurs, moi j'encourage quand même les parents à ce qui pousse son enfant à garder un contact social avec ses amis pour la partie scolaire. C'est-à-dire évidemment, ils gardent les contacts avec leurs amis, ils s'envoient des messages, mais pas forcément au niveau scolaire. Donc euh, ça permet toujours d'échanger, et ça aussi, cette construction euh, sociale du savoir est très connue aussi en pédagogie, et, et elle contribue à apprendre. Et donc, pour moi, il est important de conserver ce contact social avec son environnement, avec ses amis. Et par ailleurs, je pense aussi, euh, en ce qui concerne les mathématiques, je veux dire, on peut apprendre les maths partout, tout le temps, dans notre environnement naturel. Et ici, on a une opportunité finalement de sortir du cadre scolaire. L'école n'est pas synonyme d'apprentissage. L'apprentissage, c'est beaucoup plus large que ça. On apprend toute sa vie, on n'apprend pas qu'à l'école. Et donc, je pense qu'on peut, on peut faire des activités avec ses enfants, c'est encore le mieux pour recréer du lien, pour avoir ce contact d'une part, mais on peut travailler ensemble, on peut bricoler ensemble, on peut observer la nature ensemble, on peut cuisiner ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire en sciences, en physique, en chimie, en cuisine. L'eau qui bout à 100 degrés, tiens, pourquoi 100 degrés? C'est quoi un réfrigérateur? On peut regarder des recettes des recettes pour 4 personnes. Qu'est-ce qui se passe si on en fait pour 5, pour 6? Donc, on joue avec les proportions. On peut faire des tables de multiplication. Il y a plein de choses qu'on peut revoir, qu'on peut consolider. Et, c'est en plus, c'est complètement intégré dans l'environnement naturel. Donc, ça a encore plus de sens. Et donc là, on a un rapport privilégié avec son enfant, alors que dans une classe, on a un peu les contraintes scolaires qui fait qu'on a une vingtaine d'élèves devant nous, donc on ne sait pas être aussi travailler d'une manière aussi individuelle. Donc là, on a quand même des conditions qui sont assez idéales en termes d'apprentissage. Hein, ce serait l'équivalent du préceptorat, hein, comme on aurait en termes éducatifs. Et donc, on a vraiment une personne à qui on peut montrer des choses, et on a plein de choses dans l'environnement. Hein, donc, voilà, on peut être créatif, je conseille vraiment d'en profiter pour se dire, bon voilà, euh, de tirer le meilleur parti de la situation, et voilà, et d'en profiter pour rebondir sur la vie de tous les jours, pour faire l'apprentissage avec son enfant. Super, merci beaucoup, Man. Effectivement, c'est l'occasion d'être inventif, créatif. C'est l'occasion de stimuler aussi la curiosité des enfants en essayant de les interroger sur pourquoi telle ou telle chose se passe ainsi. Ce que tu disais sur l'eau qui bout, c'est l'occasion d'explorer finalement un petit peu les fondements de matières comme les mathématiques ou les sciences, où justement une grosse partie du travail, c'est aussi savoir poser les bonnes questions. Donc, sont des périodes un petit peu privilégiées pour avoir ce genre de discussion. Et des outils comme Khan Academy ou comme les générateurs d'exercices que tu nous as montrés, finalement, permettent aux parents de jouer vraiment le rôle de parent, d'encadrant et d'accompagner l'apprentissage de l'enfant sans forcément avoir à maîtriser les différentes disciplines. À ce propos, l'équipe de BSF Belgique propose un webinaire toutes les à temporalité régulière pour les enseignants qui souhaitent apprendre à l'utiliser. Et il y en a justement un qui aura lieu ce jeudi de 11h15 à 12h15. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez toutes les informations dans les commentaires de ce live, mais aussi sur notre page Facebook et nos sites internet. J'ai une autre question. Pardon, je t'en prie, Manu. Sur le fait qu'effectivement, mais ça on le voit dans la Khan Academy, les élèves voient ça comme un jeu. Si on peut ludifier ça, rendre ça, c'est beaucoup plus agréable. Déjà, bon, on crée du lien en fait, hein, par le jeu aussi. Donc on joue ensemble. Et ça, c'est bon. On sait qu'aussi un des éléments essentiels, c'est de la confiance aussi, hein, pour pouvoir créer l'apprentissage, susciter l'apprentissage. Et donc, si on peut jouer, c'est encore mieux.
À ce propos, il y a Jamy Gourmaud, un des co-présentateurs de C'est pas sorcier, justement, qui fait une vidéo par jour sur Internet. Je trouve ça très intéressant aussi, et il montre voilà, des exemples de la vie courante aussi, des petites expériences qu'il fait. Je pense qu'on peut aussi s'en inspirer, et c'est des petites capsules qui durent 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, encore une petite référence qui peut être intéressante pour les parents. Super, merci beaucoup, Man. Et effectivement, je pense que ce qui est assez intéressant dans des outils de ce type-là, c'est aussi le fait de ne pas stigmatiser l'erreur. C'est-à-dire que faire des erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage et que on peut tout à fait se tromper et apprendre. Au contraire, c'est une excellente façon de renforcer des acquis. Et on en discutait un petit peu hier, quand le parent ne sait pas forcément, en réalité, on peut utiliser ça comme une opportunité de se dire ce n'est pas grave de ne pas avoir la réponse, on peut aller la chercher ensemble. Et donc on travaille plutôt la démarche de recherche de l'information, de questionnement, de recherche, plutôt que d'abord être l'adulte sachant qui a toujours la bonne réponse à donner à son enfant. Donc je dirais justement, profitons de cette période-là, ne stigmatisons pas l'erreur et utilisons-la. Oui, même tu disais? Et on peut l'appliquer aussi aux professeurs, parce que souvent c'est une crainte des professeurs notamment qui n'ont pas l'habitude avec le numérique. Et comme si c'est le professeur qui sait, eh bien il est embêté parce que pour le numérique il sait pas nécessairement. Parfois les élèves savent même mieux que lui ou qu'elle. Et je pense que c'est un peu comme on parle il y a un modèle de référence, ça s'appelle le modèle SAMR, et c'est comme plonger en fait, hein. On plonge en profondeur, et plus on avance dans le numérique, plus on plonge en profondeur parce qu'on va dans des eaux qui sont inexplorées, et donc on n'a pas forcément de guidelines qui nous permettent de savoir, ben, bon, est-ce que je peux essayer ça, est-ce que ça va marcher ou pas. Je pense que si on est avec une classe avec laquelle on est en confiance, on peut dire, OK, on va essayer ensemble, et on peut se tromper, et c'est très intéressant comme posture d'enseignant, parce que parfois les élèves sont contents de nous aider parce qu'ils disent, ah, bah, regardez, on peut faire ça aussi. Et, euh, et donc, ça nous ramène à notre humanité, quelque part, aussi, en tant qu'être humain, et on apprend, et ça fait partie du processus. Et quelque part, on est aussi un modèle pour les élèves pour dire, regardez, moi, je suis toujours en train d'apprendre, et je me trompe, et c'est pas grave. Et ça fait complètement partie du processus d'apprentissage. Je pense que ça peut créer aussi d'autres relations avec les élèves, parce qu'ils se rendent compte que, voilà, on est au même stade qu'eux, là, et on va essayer des choses ensemble. Et c'est une aventure qui est très, très chouette pour ceux qui veulent s'y lancer. Super, merci beaucoup pour ce mot d'encouragement, Man. Et effectivement, c'est aussi une façon de valoriser les élèves qui peuvent justement filer un coup de main à l'enseignant sur des outils techniques. Et moi, j'ai une autre question d'un parent qui demande, en fonction de l'âge de l'enfant, est-ce que tu as des conseils à donner sur la durée des sessions d'apprentissage? Euh, Ça peut être assez variable. Bon, je pense qu'il y a des papiers scientifiques qui sont penchés sur la question. Moi, de ce que je peux constater de mon expérience personnelle, c'est que ça varie grosso modo en 30 minutes et 1 heure et demie. Je pense que c'est un peu la fourchette. Je pense qu'il faut un certain temps pour pouvoir se mettre dans se concentrer. Il faut 5-10 minutes le temps de se concentrer. Donc voilà, je pense que c'est la fourchette. Il y a des apprenants, donc des enfants qui vont avoir plus de mal à se concentrer. Donc pour eux, 1 heure, ça va être beaucoup. On peut réduire un petit peu. Alors que pour d'autres, quand ils sont vraiment lancés dans un exercice, ils sont très concentrés. Bon, pourquoi les déranger s'ils sont concentrés? Empiriquement, je remarque qu'au-delà de 90 minutes, donc 1 heure et demie, ça devient compliqué. Souvent, ils ont la tête comme ça, donc il faut faire une pause. Il y a des techniques qui existent, comme la technique Pomodoro, hein, où c'est des techniques de productivité pour rester concentré. Et donc là, l'idée, c'est de faire des séances de 25 minutes, puis 5 minutes de relâchement, puis 25 minutes très concentré, puis 5 minutes de relâchement. On fait quatre sessions comme ça, puis après, à quatrième, on fait une vraie pause d'1 demi-heure, et puis on redémarre. Donc ça, c'est des techniques de productivité. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut appliquer ça nécessairement pour les enfants, mais bon, ça donne voilà, un ordre de grandeur. Je pense que ce qui est vraiment le plus important, c'est surtout d'être connecté avec son enfant, et de voir, ok, comment est-ce qu'il sent là? Si on voit qu'il commence, là, les yeux qui piquent, il baille, et pas bien, ok, là il faut faire une pause. Donc il faut regarder le terrain avant tout, hein, faut regarder comment lui sent, et voilà, pas nécessairement avoir des durées qui sont
strict, absolument strict. Mais bon, voilà, on a des guides comme ça qui permettent d'avoir un ordre de grandeur. Et sur cette question-là, tu m'avais partagé un lien intéressant qui est le cours de Stanislas Dehaene, qui est neuroscientifique, psychologue cognitif au CNRS et professeur au Collège de France. Oui, On vous mettra le lien dans les commentaires. C'est justement un cours sur les grands principes de l'apprentissage. Et ouais. Stanislas Dehaene fait partie des gens qui ont étudié les mathématiques, mais aussi la lecture, les mécanismes qui nous permettent d'apprendre à lire. Et donc ce cours est effectivement assez intéressant et grand public sur les dernières avancées de la recherche en sciences cognitives sur Mm. justement l'apprentissage. Donc Oui, merci pour cette référence. oui, je pense que ça c'est un lien qui est vraiment intéressant. Je pense que la vidéo a été faite en 2012, si je ne me trompe pas, mais les conseils sont toujours bien actuels, même si ça évolue très vite en neurosciences et en sciences cognitives. Mais je pense là, il y a des piliers quand même qui donnent, qui Mm. sont, je pense que ce serait très profitable aux professeurs de regarder cette vidéo-là, et aux parents aussi de comprendre comment fonctionne le cerveau. De plus en plus, on étudie le cerveau, on comprend comment il fonctionne, on comprend comment on apprend, et donc des choses à faire et à ne pas faire en termes d'apprentissage. Et en plus, il y a des conséquences pour l'apprentissage du numérique, évidemment. Euh, mais donc, notamment, il y a certains points qu'on peut citer, hein, j'ai peut-être encore quelques minutes, mais c'est la question du sommeil. Elle est vraiment Ouais. fondamentale pour l'apprentissage, pour la mémorisation, et elle est notamment liée aux problèmes d'attention. Donc, parfois, quand on essaie de mettre en place des mesures pour les élèves qui ont des problèmes de concentration ou bien ils ne savent pas se tenir en place, on prend des mesures disciplinaires. Parfois, là où l'action va être la plus efficace, c'est juste de les faire dormir plus, pour qu'ils dorment mieux. Et c'est souvent, il y a une corrélation, j'ai remarqué, avec des élèves qui ont des soucis au niveau des performances académiques, scolaires, et le fait qu'ils dorment mal ou pas bien. Mhm. Notamment, ben voilà, essayer d'éviter les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Je sais que c'est une gageure, mais voilà, ça, ce serait ce genre d'action qui pourrait être efficace et qui dorment mieux et plus. Faut, à leur âge, on a 8 heures à peu près. Hein, ça, à peu près il y a des normes hein, qui existent, mais bon, ça dépend un peu de l'âge évidemment. Ça va 7 et 9 heures. Hein. La deuxième chose, c'est d'avoir un apprentissage qui est distribué, donc éviter de donner trop de choses en même temps, et donc d'avoir des périodes de veille et des périodes de sommeil, et d'alterner. Plus on va distribuer l'apprentissage, plus on va faire des rappels, Mhm. mieux l'élève et mieux l'apprenant, parce que si mieux l'enfant va apprendre et retenir l'information. Donc éviter d'avoir des gros blocs d'informations d'un coup, c'est trop. Euh, la lecture est super intéressante à plein de niveaux, au niveau du cerveau. Donc, s'il y a moyen d'encourager son enfant à lire pour le plaisir, même des BD, c'est très bien. Mais qu'ils lisent plus, ils lisent plus assez. Ils sont sur leurs écrans tout le temps, ils lisent pas. Or, on sait par la recherche que ça développe énormément de choses au niveau du cerveau, au niveau de la concentration, du décodage, de l'information, du vocabulaire, de plein de choses, au niveau de l'intelligence également, oui, au niveau des performances scolaires. Et donc aussi faire attention à l'attention. Notre attention est très limitée, et donc éviter les distractions, donc tout ce qui est bruit de fond, mettre le téléphone silencieux, ne pas déranger quand on travaille. Donc tout ce qui évite tous les. Moi, j'ai voyé des élèves avec ça faisait bim toutes les 5 minutes, quoi. C'est impossible. Si on fait ça, c'est impossible d'être concentré. D'ailleurs, il y a des études qui tendraient à montrer aussi que rien que le fait d'avoir le téléphone près de soi, même s'il sonne pas, l'élève a déjà une partie de son attention qui est dirigée vers le téléphone. Donc, idéalement, écarter le téléphone complètement quand on travaille, ne pas le mettre à côté de soi, c'est mieux. Et voilà, et pouvoir que l'enfant puisse aussi s'auto-évaluer régulièrement, et en tant que professeur de l'évaluer le plus possible. Ça, on remarque aussi que ça marche mieux. Donc, voilà. Génial, merci beaucoup, Man. Je te propose qu'on prenne peut-être quelques-unes des questions qui ont été posées pendant le live en direct. Nous avons par exemple une question d'Yvan qui est une question sur le système d'enseignement belge, qui nous demande est-ce que l'autonomie des écoles en Belgique ne nuit pas un peu à l'homogénéité du niveau scolaire par classe d'âge? Alors là, je ne sais pas si je suis la personne la plus la plus avisée pour répondre à cette question-là.
parce que ça, il faudrait avoir une étude beaucoup plus large sur l'ensemble du système scolaire. Moi, mais voilà, on parle, je fais un parallèle avec le coronavirus qu'on vit actuellement. Ben, on a la santé publique et la médecine générale. Ben voilà, moi je suis, si on fait l'équivalent, je suis plutôt le médecin généraliste, je suis pas la santé publique. Et donc il y en a un qui traite nécessairement des cas particuliers, c'est la médecine générale, alors que la santé publique traite l'ensemble de la population. Donc on part sur des statistiques et donc l'analyse du système scolaire. Donc là, pouvoir comparer les performances, voilà, il faudrait plutôt demander à quelqu'un qui étudie les différents systèmes pour pouvoir les comparer et évaluer lesquels sont les meilleurs. Parce que je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients dans chaque. Hein. L'avantage d'avoir une forme d'uniformisation, mais ça permet de s'assurer qu'on a un niveau qui est relativement constant, comme on a le bac français, par exemple, typiquement, est une épreuve qui est nationale. En Belgique, on en a aussi. Hein, enfin, en tout cas, par rapport à bon, chez nous, c'est en fédération au niveau Bruxelles, hein, mais on a des tests en fin de primaire et en début de secondaire. On n'a pas l'équivalent du bac comme en France encore aujourd'hui, donc au niveau national, au niveau de l'ensemble du système d'enseignement, donc des évaluations externes. Mais je pense que ça a un avantage, mais ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que quelque part, dans chaque école même, chaque région, mais chaque école aussi a certaines spécificités ou un public qui est spécifique aussi, qui n'ont peut-être pas les mêmes besoins. Et donc, parfois, amener ces règles pour toutes les écoles, c'est des règles qui sont pas nécessairement adaptées au contexte local. Et donc, il y a d'autres systèmes d'enseignement qui, eux, sont beaucoup plus locaux et ils donnent beaucoup plus de liberté aux professeurs pour évaluer, en tout cas, à l'ensemble des personnels enseignants, éducatifs, voilà, plus de marge de manœuvre. Donc, je pense que voilà, les deux options peuvent se défendre. Oui, et puis pour revenir à, je pense que tu nous en parlais au moment où tu nous parlais de la liberté des écoles en Belgique à choisir les outils sur lesquels les élèves travaillent, et notamment les environnements numériques. Bien que le système soit uniformisé par l'éducation nationale en France, cette liberté pédagogique reste dans les mains des enseignants et dans les mains des établissements également en France, où effectivement chaque établissement est libre de choisir l'environnement sur lequel il veut travailler. Chaque enseignant est encore plus fortement aujourd'hui durant cette période de confinement est aussi libre de choisir les outils qu'il utilise pour continuer à assurer cette continuité de l'apprentissage avec les enfants. Donc effectivement, entre le fait d'avoir un programme scolaire uniformisé à l'échelle nationale et de l'avoir à l'échelle d'une fédération, je pense que finalement les ressemblances sont quand même assez fortes entre les systèmes belges et français. Il faut aussi peut-être remarquer qu'en termes, donc on a un programme et un référentiel de compétences, hein, ensemble des compétences que les élèves ont à acquérir en fin de scolarité. Donc, il y a un ensemble de compétences terminales. Ces compétences terminales sont les mêmes, quels que soient les réseaux d'enseignement. Exactement. On sait quand même pas, c'est-à-dire que la manière de l'implémenter, voilà. il y a des différents réseaux d'enseignement, mais les référentiels sont les mêmes, hein, ils restent communs. Exactement. Nous avons aussi une question de Thomas qui nous demande certains professeurs donnent des exercices en abondance, mais quand il nous manque des cours pour certains exercices, comment peut-on y répondre? Donc, Alors, de ce que je comprends, la question est, on peut avoir parfois, les élèves reçoivent des exercices de la part de leurs enseignants, mais ils auraient besoin d'une nouvelle explication du cours qui va avec cet exercice. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre si on ne l'a pas sous la main de cours passés, de notes prises par l'élève, par exemple? Ben, bon, je pense qu'il y a différentes approches. Hein. Soit on peut déjà demander aux camarades de classe si c'est des notes qui manquent, par exemple, hein, pour diverses raisons. Hein. Et donc, on peut demander ça. Et bon, maintenant, il faut très fort les jeunes pour prendre des photos de leurs cours et les envoyer à leurs amis. Et alors, du coup, bon, ils ont des photos et on peut voir ça sur un plus grand écran éventuellement pour pouvoir voir si on peut voir avec son enfant la matière et le regarder ensemble. Si on n'a pas les moyens de faire ça, parce que par exemple la matière, bon, c'est plus du tout, on se rappelle plus du tout comment faire. Alors là, on va solliciter une aide externe. On peut aussi demander au professeur, parfois envoyer un email, il peut donner
des conseils, des indications. On peut aller sur différentes plateformes qui aujourd'hui donnent des vidéos. Ça, je pense que les élèves apprécient beaucoup ça. Et donc des vidéos style Khan Academy marche très bien. Il y a des milliers de vidéos disponibles en ligne sur tous les sujets en mathématiques notamment, et comme je l'ai dit pour d'autres matières également. De plus en plus de profs font aussi des classes inversées, système de classe inversée, donc ils mettent leurs cours théoriques en ligne avec des vidéos. Et donc, je pense que ça peut être aussi une piste, ou sinon, il y a évidemment le cours classique. Il y a plusieurs profs qui mettent leurs cours en ligne également, donc on peut aussi avoir des cours, je dirais, où il faut le lire, en faire à l'ancienne. Voilà, donc ça, les options, il y en a. Moi, je pense que ça se trouve sur Internet et peut-être, voilà, en première intention, je dirais Khan Academy, ça peut être pas mal comme première recherche. Sinon, parfois, rechercher sur Google juste avec le mot-clé du chapitre. Et on peut chercher dans les vidéos et il y a différents sites en ligne qui peuvent donner des explications. Ouais. Oui, et les vidéos peuvent permettre à l'enfant de revoir à l'infini l'explication d'un théorème ou l'explication d'un concept pour vraiment pouvoir se l'approprier. Et la diversité des supports fait aussi qu'effectivement, la diversité des supports fait aussi que les enseignants, enfin les élèves peuvent appréhender une notion expliquée de manière différente par différents interlocuteurs. Ouais. Désolé. Non, pour que l'avantage de la vidéo, c'est que ça ressemble un peu plus à l'environnement qu'on a quand on donne cours. Parce qu'on sait qu'au niveau du cerveau, aussi nouveau, on n'active pas les neurones de la même manière quand on a quelqu'un qui nous explique et quand on lit un texte. C'est différent. Et donc, c'est vrai que les vidéos, parfois, on se rapproche un peu plus d'un professeur qui expliquerait un cours. Absolument, absolument. Et j'allais simplement compléter en vous disant qu'il y a un certain nombre d'éditeurs de manuels scolaires qui, durant cette période de confinement, ont également ouvert un accès gratuit à ces manuels. Vous les retrouverez référencés sur le site de Bibliothèques sans frontières, France comme Belgique. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, c'est aussi une autre possibilité. Et nous avions une question. Alors, on a une petite question de Sam qui nous demande quel est le concept de la vidéo. Alors, je ne sais pas si la question se réfère à ce live ou au concept de la vidéo pour les mathématiques. Donc, juste pour ceux qui nous rejoignent, ce live 10 sur 10 a vocation à partager des expériences de terrain de la part d'enseignants, de la part d'éducateurs, de spécialistes de l'éducation, aux parents, aux autres éducateurs, en cette période de confinement pour que chacun puisse accompagner au mieux les enfants, les élèves dans l'apprentissage durant cette période un peu particulière. Et nous recevons aujourd'hui Mun Nguyen, qui est enseignant de mathématiques en supérieur, en secondaire supérieur en Belgique, et qui nous donne des conseils sur la façon dont on peut continuer à apprendre en cette période de confinement. Et s'il s'agissait de la question sur les vidéos comme support de cours, effectivement, on a donné quelques exemples de plateformes qui permettent de continuer à apprendre en autonomie ou avec l'aide de son parent, de son enseignant, y compris durant cette période. Men, dis-moi, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les parents et les élèves qui nous regardent, car nous approchons de la fin de notre session, mais peut-être as-tu un dernier conseil à nous donner pour continuer à apprendre, à explorer, à être curieux durant cette période? Mais comme mot de la fin, je pourrais citer ce qu'on dit souvent, c'est que le mot quiz en chinois est une association de deux idéogrammes qui est danger plus opportunité, ou chance suspendue. Et donc, voilà, on est en période de crise actuellement. Et donc, effectivement, il y a pas mal d'incertitudes qui subsistent sur la manière dont les choses vont se dérouler pour la suite. En tout cas, au niveau de l'école, au niveau des cours, des programmes, des examens, on ne sait pas encore trop bien. On navigue encore à vue pour le moment. Mais voilà, dans toute crise, il y a aussi des opportunités. Et voilà. Et comment est-ce qu'on peut saisir ces opportunités-là? On est à la maison, on est avec ses enfants. Comment est-ce qu'on peut recréer ce lien avec nos enfants? Comment est-ce qu'on peut en profiter pour faire de l'apprentissage
dans notre environnement naturel et il y a plein de moyens de le faire et je pense que on peut jouer avec nos enfants tous les jeux. Bon, je sais, il y a les anciens jeux comme les Trivial Poursuite, mais pourquoi pas, hein, ça marche très bien, ça développe la culture générale et on s'amuse tous ensemble. Donc, je pense que euh, toutes ces opportunités-là, on peut les saisir aujourd'hui pour aider son enfant à apprendre et voilà et créer quelque chose qu'on peut peut-être faire durer par la suite, même quand on sera plus en crise. Donc voilà, profitons-en. Voyons le côté positif. Merci beaucoup pour ce mot encourageant et justement plein d'espoir et plein d'opportunités pour les éducateurs, les parents, les élèves. Merci beaucoup, même d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir conseillé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur ce live. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 10h10 pour une nouvelle session du live 10 sur 10 où nous recevrons Claire Lecomte, qui est professeure émérite de psychologie de l'éducation et qui est aussi chronobiologiste. Elle est spécialiste des rythmes de l'enfant et elle nous donnera quelques recommandations pour adapter la journée de son enfant à son rythme en fonction de son âge. Et comme mentionné précédemment, il y a aussi un webinaire organisé par l'équipe BSF Belgique sur l'utilisation de la Khan Academy en tant qu'enseignant qui commencera à 11h15, donc juste après le live 10 sur 10. Et enfin, nous finirons la journée avec un entretien exceptionnel avec François Hollande, président de la Fondation La France Engage et ancien président de la République française, qui nous parlera de son livre pour les enfants dans lequel il explique les principes de la République. Donc rendez-vous demain sur notre page Facebook et en attendant, vous pourrez retrouver toutes les ressources sur notre site internet Bibliothèque sans frontières ou sur notre page Facebook. Merci Ben, merci à tous. Michel, Et merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très belle journée. bonne Au journée. revoir.